Qui est-ce qui a déjà tourné cette vidéo mais qui se voit contrainte de recommencer parce que son micro-cravate a décidé de bugger à fond les ballons? C'est Bibi. C'est donc parti pour retourner cette vidéo. Ceci dit, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, ce sera un point lecture dans lequel il y aura des romans très qualitatifs. Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo qui sera donc, vous l'avez compris, un point lecture que je retourne pour la seconde fois. Bon, à la base, je vous avoue que j'étais pas vraiment ravie en dérochant mes vidéos parce que très clairement en ce moment, je cours littéralement après le temps et que j'ai déjà beaucoup de mal à me dégager du temps pour tourner les vidéos. Donc devoir mettre littéralement à la poubelle toute une séquence de tournage, je vous avoue que j'avais un petit peu les boules sur le moment, mais c'est pas grave. Au moins, je vais pas être obligée de vous reparler de lectures que je n'ai pas aimées. On va dire que c'est déjà ça. Alors je vais essayer de retourner ce point lecture en une seule fois, mais je ne suis pas certaine d'y arriver parce que je profite d'une petite siestasse de Mininou pour filmer, mais je doute qu'il fasse une sieste assez longue pour que je puisse tout tourner, donc bon. Je vais faire au mieux. En plus de ça, vous aurez sûrement remarqué que la tenue ainsi que l'arrière-plan sont différents de la miniature. C'est du coup tout à fait normal puisque je retourne cette vidéo. Et qu'entre deux, eh bien, mes bibliothèques ont toutes été démontées parce que nous faisons des travaux. Donc actuellement, je n'ai plus du tout de bibliothèque dans mon salon, je n'ai plus aucun livre dans mon salon. Du coup, on va dire que je vous ai trouvé le seul coin un petit peu sympathique de la maison qui pouvait à peu près correspondre à la chaîne. Sur ce donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui il va y être question de lecture qui ont été pour certaines pas désagréables mais plutôt moyennes, et également de lectures qui, ma foi pour le coup, sont des petites pépites, voire même un petit coup de cœur. C'est donc parti de ce pas, je vais vous parler de 4 lectures que j'ai fait dernièrement, et je pense aussi que je vais bouger un petit peu l'angle de la caméra parce que j'ai cru voir dans le retour que j'ai la face un petit peu cramée. Pas que je porte une attention extrêmement importante à mon physique, hein, mais quitte à voir ma tronche pendant tout le temps du montage, je préférerais éviter qu'elle soit trop blanche et que ça m'agresse les yeux, dirons-nous. Bon, au niveau de la balance des blancs, on devrait être un petit peu mieux. Je verrai bien au montage. Sur ce, je vais donc commencer par vous parler d'un roman que j'ai lu pour le coup il y a très peu de temps. Et il s'agit donc de La vie de ma mère de Thierry Jonquet aux éditions Folio. Dans ce roman, on va donc suivre tout simplement un garçon de 12 ans qui vit dans une cité difficile, dirons-nous, de Paris ou de région parisienne, je ne sais plus exactement, et qui va tout du long nous raconter quelques mois de sa vie de jeune garçon. J'ai donc enfin pu lire un nouveau roman de Thierry Jonquet parce que j'ai l'impression que ça faisait un moment que je n'en avais pas lu. Et si pour ma part ce n'est, je trouve, clairement pas l'un de ses meilleurs, ce titre-ci n'en reste pas moins très intéressant par de nombreux aspects. Il faut savoir qu'une fois de plus, Thierry Jonquet a fait le choix d'aller fureter du côté de l'humanité, on va dire, plutôt sombre, celle que l'on n'a pas forcément envie de regarder dans les yeux, et il a fait le choix de la décortiquer de manière assez crue. En effet, il nous fait littéralement rentrer dans la tête d'un jeune garçon de 12 ans qui vit dans une cité parisienne, puisque l'on a ici un récit à la première personne qui écrit comme une sorte de très longue confession, avec vraiment un langage propre à un enfant, et encore plus d'ailleurs à un enfant vivant dans ce genre de cité. Et il fait ainsi vivre au lecteur un parcours de vie fait de mauvais choix et de pauvreté, mais aussi d'espoir et finalement d'envie parfois très simple. Alors je ne vais pas vous mentir, le style, le langage et la syntaxe utilisée sont un peu déroutants, parfois même un peu indigestes sur la longueur, et clairement je n'irai pas ce type de récit tous les jours, ce serait impossible pour moi. Mais en attendant, j'ai vraiment trouvé que ces choix de langage, ces choix syntaxiques, etc. étaient complètement appropriés aux propos et également à la construction même du roman. Approprié et même nécessaire parce qu'en fait ce roman, c'est un roman sociétal
qui se veut être une sorte de photographie instantanée d'un petit bout de quartier de France à un moment donné. La vie de ma mère, c'est vraiment la réalité crue et sans phare. Alors j'ai lu quelque part qu'apparemment ce roman serait une sorte d'hommage ou de réinterprétation de l'attrape-cœur de Salinger. Alors je pourrais pas vous le confirmer parce que malheureusement je n'ai pas encore lu l'attrape-cœur, mais le fait de le savoir en tout cas m'a vraiment donné envie pour le coup de découvrir très rapidement l'attrape-cœur. J'ai trouvé ce roman triste, très triste de voir finalement le quotidien de certains gamins qui pourtant ont vraiment de bonnes intentions au départ, mais qui parfois pour une raison ou pour une autre dévient. Il faut savoir qu'ici, une fois de plus, Thierry Jonquet présente vraiment une écriture hyper immersive avec un côté universel, puisque tout du long, le narrateur qui parle avec ce jeu n'est jamais nommé, on ne connaît jamais ni son nom ni son prénom. Ainsi, ce jeu est à la fois personne et n'importe qui. C'est aussi un récit qui, je trouve, met un peu mal à l'aise parce que on ne sait jamais finalement s'il faut avoir de l'empathie pour lui ou s'il faut juste avoir envie de le secouer pour le remettre dans le droit chemin. C'est un roman que j'ai lu d'une traite, ou pratiquement, en tout cas, je l'ai vraiment lu sur une seule journée et je recommanderais vraiment, si c'est possible, de le lire ainsi. C'est vraiment un récit extrêmement court. Et malgré tout, voilà, je pense que j'aurais eu peut-être du mal à y retourner si j'avais dû le traîner sur plusieurs jours. Donc voilà, si vous pouvez vous dégager du temps vraiment pour le découvrir sur une seule journée, je pense que, ne serait-ce que par la construction même du roman, c'est vraiment les meilleures conditions pour moi pour découvrir ce titre. Je trouve que c'est vraiment une histoire qui doit être vécue d'un bloc, qu'il faut se prendre en pleine face comme une énorme claque de colère, d'actes manqués, d'incompréhension, de conneries, mais aussi ces espoirs déçus. Alors, politiquement parlant, très clairement, c'est un roman qui penche beaucoup plus à gauche. D'ailleurs, de son vivant, Thierry Jonquet ne s'est jamais caché, je dirais, de ses opinions politiques et de ses idées sociales, mais que l'on partage ou non finalement ces idées, je trouve que ça n'en reste pas moins un roman vraiment intéressant à découvrir, que ce soit dans sa forme, dans son style, mais aussi par la manière vraiment de traiter le fond de l'histoire. Après, je ne cesse de vous dire de toute façon que l'écriture de Thierry Jonquet est vraiment à part, que chacun de ses romans est une expérience à part entière. Une fois de plus, ce titre en est encore à la preuve. Après, ce sont des expériences que l'on apprécie plus ou moins. D'ailleurs, ici, très clairement, tout ne m'a pas convaincu. Le phrasé et cette sorte de long monologue peuvent être peut-être un peu lassants sur la longueur. Et comme je l'ai dit, hein, le langage utilisé n'est pas des plus agréables à lire. Mais malgré tout, même si c'est un roman dans lequel tout ne m'a pas plu, je sais pertinemment que c'est malgré tout un roman qui va me marquer dans le temps. Parce que justement, il a ce petit quelque chose d'original qui lui permet de sortir du lot et du coup d'avoir peut-être un côté un peu plus marquant. Alors ce qui par contre m'a un peu choqué, c'est qu'il faut savoir que ce roman a été écrit en 1994 et qu'il pourrait être écrit aujourd'hui. Je suis persuadée qu'aucune ligne n'en serait changée pour autant. Ce titre, c'est un roman troublant et dérangeant à la fois. Durant toute ma lecture, je ne savais jamais vraiment sur quel pied danser. Et malgré tout, j'avais envie de continuer, de voir où cette confession allait nous mener. Je voulais connaître le point final de ce constat à la fois triste et réaliste d'un quotidien extrêmement banal et qui pourtant, à contrario, peut paraître un peu incroyable pour toute une partie de la population. Finalement, je crois que ce qui m'aura vraiment dérangé dans cette lecture, ça sera peut-être le manque d'empathie que j'ai pu avoir pour notre personnage principal et aussi ce langage parlé, ce langage de la rue qui, sur la longueur, était quand même un peu lourd par moments, en tout cas, qui ne correspondait pas forcément à ce que j'apprécie lire. Malgré tout, comme je l'ai dit, je sais pertinemment que c'est un roman qui me restera en mémoire parce qu'à sa façon, il a su m'interpeller. Et voilà, je ne sais pas exactement expliquer pourquoi,
même si très clairement je n'ai absolument pas tout aimé dans ce roman, je sais qu'il a su marquer son empreinte quelque part dans ma mémoire. Je vais continuer ce point lecture avec pour le coup un roman bien différent puisque ça y est, j'ai également lu L'île du diable de Nicolas Begley aux éditions Pocket. Alors ce roman, c'est tout simplement le troisième et dernier tome de la saga, de la trilogie autour du personnage de Sarah Geringen, dont le premier tome était Le Cri, le deuxième s'intitulait Complot, et donc voici le dernier. Alors je vais vous faire un résumé extrêmement rapide parce que je ne voudrais pas vous spoiler les précédents tomes. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dans ce troisième opus, Sarah Geringen va devoir enquêter tout simplement, entre guillemets, sur le meurtre de son père. Donc ça y est, avec ce titre, je clôture enfin la trilogie Sarah Geringen. Enfin, normalement, c'est censé être une trilogie. Et je dois dire que je ressors de cette lecture un peu mi-figue, mi-raisin. Je m'explique. Tout d'abord, je tenais à notifier que j'ai vraiment apprécié d'avoir au tout départ un résumé des 2 tomes précédents. Parce qu'il faut savoir que cette trilogie a été écrite sur plusieurs années. Il y a donc de grandes chances pour que le lecteur, tel que moi, l'ait lu quand même sur un long laps de temps et ne se souvienne pas forcément de tout. Donc voilà, c'est un procédé qui peut paraître extrêmement logique, mais en attendant, personnellement, c'est la première fois que je le rencontre dans une saga littéraire et je trouve ça vraiment extrêmement simple, mais pour autant très appréciable et aussi très pratique. Bon, par contre, du coup, vous vous en doutez, si vous n'avez pas lu les 2 tomes précédents, surtout ne lisez pas celui-ci, parce que forcément, vous serez complètement spoilé des 2 autres. Ensuite, il faut savoir également que lorsque j'ai choisi ce livre dans ma pile à lire, en plus d'avoir envie de clôturer cette saga, j'avais également envie, et presque besoin même, d'une lecture vraiment page-turner et je dois avouer que de ce point de vue-là, je n'ai pas été déçue. Aucun doute, l'écriture de Nicolas Begley est toujours aussi fluide, accessible et addictive. Du coup, dès le départ, on est tout de suite plongé dans l'action et si cela permet de ne jamais s'ennuyer dans sa lecture, ça aura été paradoxalement aussi un point négatif pour ma part. En effet, les scènes s'enchaînent à toute vitesse, l'histoire va à 100 à l'heure, à tel point que j'ai eu vraiment le sentiment que l'auteur faisait peut-être l'impasse sur certains éléments qui pourtant me paraissaient très importants, également à tel point que pour moi ça enlevait toute crédibilité à son histoire. Oui, j'avais envie d'une lecture page-turner, mais là j'avoue que c'était peut-être un petit peu trop à mon goût. Du coup, j'ai vraiment pris ce roman pour ce qu'il est selon moi, c'est-à-dire un bon divertissement, vite consommé, mais que du coup j'ai un peu appréhendé comme un film hollywoodien à gros budget, c'est-à-dire en sachant tout du long que rien n'était crédible. Ceci dit, on va pas se mentir, c'est un côté que j'avais déjà noté dans les tomes précédents, ce côté parfois trop dans l'action au détriment de la réalité. Alors en soi, c'est pas forcément quelque chose d'extrêmement dérangeant, il faut juste le savoir avant de débuter sa lecture. Et pour le coup, je dois reconnaître que dans ce dernier tome, j'ai vraiment eu le sentiment que là, l'auteur allait beaucoup trop vite, un peu comme s'il avait été pris par une deadline et que par conséquent, il avait peut-être bâclé ou en tout cas un peu amputé son roman afin de le rendre dans les temps. Et je trouve ça hyper dommage parce qu'une fois de plus, l'auteur s'est appuyé sur des faits historiques et scientifiques hyper intéressants, d'autant plus que je n'en avais pas connaissance à la base. Du coup, j'avais vraiment envie d'en savoir plus sur le sujet, mais voilà, je suis restée vraiment avec un goût de trop peu. Les thématiques sont du coup survolées et je trouve que d'ailleurs on va vraiment très vite dans tous les aspects du roman. Et j'ai d'ailleurs été encore plus surprise par ce choix parce que ce n'est pas quelque chose que l'auteur avait fait justement dans les tomes précédents. Alors, si je dois regarder la trilogie dans son ensemble, pour ma part, je trouve que c'est allé malheureusement décrescendo. J'avais à l'époque adoré Le Cri. Alors, est-ce que c'était dû à la découverte de l'auteur? C'est possible. Toujours est-il que même si j'ai toujours aimé néanmoins lire du Nicolas Begley, parce que comme je dis, ça se lit toujours très bien,
au fur et à mesure des tomes, j'ai vu de plus en plus apparaître des défauts qui m'ont dérangé. L'autre point noir pour ma part, c'est, et je crois que je l'ai déjà dit, que j'ai beaucoup de mal avec le personnage central de Sarah Geringens. C'est un personnage vraiment très dur, très froid, auquel j'ai beaucoup de mal à m'attacher. Et là encore, du coup, je l'ai vraiment vue comme une héroïne de série télé et non pas une véritable personne que je pourrais connaître et pour qui je pourrais avoir de l'empathie. Du coup, même si ces aventures sont toujours haletantes, eh bien, j'ai pas su m'attacher à elle et par conséquent, je n'ai ressenti aucun sentiment grâce à ce personnage. En résumé, pour moi, ce dernier tome, c'est de l'action et des scènes qui s'enchaînent, un peu trop d'ailleurs à mon goût, des thématiques intéressantes mais pas assez fouillées et une fin que j'ai trouvée un peu trop rapide et un peu en queue de poisson. Je dois reconnaître que j'en attendais beaucoup plus, néanmoins il faut quand même reconnaître que ce roman a fait le job de me divertir et aussi de me relancer dans une bonne dynamique de lecture, donc rien que pour ça je ne regrette pas du tout de l'avoir sorti de ma pile à lire. Ceci dit, en matière de saga qui tourne autour d'un personnage féminin central, je dois reconnaître que personnellement, je préfère dans le genre la saga Ellen Grace de M.J. Arledge ou encore la saga autour de Lucy Hennebel écrite par Franck Thillier. D'ailleurs, Franck Thillier qui en général s'appuie également, tout comme Nicolas Beuglet tente de le faire, sur des faits historiques ainsi que des données scientifiques véridiques. Donc je trouve que finalement les deux sagas ont quand même pas mal de points communs et personnellement dans le genre, je dois reconnaître que Monsieur Thillier est peut-être quand même un cran au-dessus. En même temps, il est là aussi depuis plus longtemps, donc peut-être qu'il a eu le temps aussi de mûrir un peu son écriture. Pas une mauvaise lecture donc parce que, comme je l'ai dit à ce moment-là, j'avais envie d'une lecture rapide, facile et page-turner. Ceci dit, pour moi, ce n'est clairement pas le meilleur de la saga et je trouve ça vraiment dommage parce que avec les thématiques dénichées par l'auteur, il y avait vraiment matière à créer une histoire beaucoup plus fouillée et beaucoup plus crédible. C'était donc une lecture, ma foi, vous l'aurez compris, pas désagréable, mais que, à mon avis, je vais rapidement oublier. Ceci dit, ça ne m'empêchera pas de débuter son autre saga avec un autre personnage féminin dont j'ai complètement oublié le nom, qui attend d'ailleurs gentiment aussi dans ma pile à lire. Donc voilà, si tout se passe bien, je vous reparle normalement très prochainement de cet auteur. Bon, pour ce qui est de l'auteur suivant, si vous suivez un petit peu la chaîne, vous n'allez être pas du tout surpris parce que c'est presque le gimmick de la chaîne désormais depuis maintenant quelques mois. Puisque ça y est, hein, j'étais clairement en manque, il fallait que je remédie à ça et j'ai donc sorti un nouveau Stephen King. J'ai donc lu Rose Madder de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. Alors, quand je dis lu, je vais devoir nuancer un tout petit peu parce qu'en fait, j'ai lu entre guillemets ce livre en livre audio. Je pense que c'est la première fois que je faisais vraiment l'expérience d'un livre audio et ça a été une expérience plutôt agréable, alors un peu déroutante parce que je n'ai pas l'habitude, mais il faut avouer que la lectrice était vraiment très agréable, qu'elle incarnait parfaitement bien le récit, donc voilà, c'est vraiment hyper important dans un livre audio d'avoir une lectrice ou un lecteur qui, voilà, avec lequel ça match, et là pour le coup ça l'a vraiment fait. Alors par contre j'avais besoin personnellement, d'autant plus je pense parce que c'était un King, d'écouter ce livre audio à des moments où je pouvais tout de même être un minimum concentré sur ce qui m'était raconté. Voilà, j'avais besoin d'être un minimum tout de même active dans cette lecture. D'ailleurs, j'avais toujours à portée de main le livre papier, ce qui m'a permis, vous voyez, d'annoter pas mal de choses. Donc voilà, dans l'ensemble, vraiment une très bonne expérience que je pense je réitérerai. Alors, pour ce qui est de l'histoire de Rose Madder, je vais vous faire un résumé parce que c'est un roman dans lequel il y a des thématiques qui sont extrêmement dures et qui peuvent très certainement déranger certains lecteurs. Donc il faut savoir que dans ce roman, on va suivre Rose, qui est une femme battue de façon
absolument horrible par son mari Norman, qui est flic et qui un jour va arriver voilà, au point où elle n'en peut plus, où elle va réussir à partir de chez elle, et on va par conséquent, en plus de ça, suivre tout son périple une fois, on va dire, qu'elle sera partie de chez elle. J'essaie de vous faire un résumé qui n'en dise en même temps pas trop. Bon, je vous assure, de toute façon, c'est un roman tellement énorme qu'il y a encore moult choses à découvrir dont je ne vous ai absolument pas parlé. Donc voilà, pour résumer, une femme battue qui décide un jour de se barrer de chez elle, et par la suite, on va donc suivre Rose et sa tentative, dirons-nous, de reconstruction. Bon, alors j'espère que vous êtes bien installés parce que croyez-moi, j'ai pas mal de choses à en dire. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'on a vraiment une scène d'ouverture absolument glaçante qui pose tout de suite le ton et les éléments importants puisque l'on y retrouve d'un côté le mari violent qui incarne vraiment cette figure monstrueuse, et de l'autre Rose, la femme battue, qui est arrivée à un point de non-retour dans la douleur puisque malheureusement elle fait une fausse couche à cause des violences de son mari. Tous les éléments sont là. Stephen King y décrit cette fausse couche et également la déchéance du corps de Rose à ce moment-là sans phare, bien au contraire. Et si c'est absolument horrible à lire, c'est aussi la vérité, la réalité crue qu'on se prend en pleine face. Et cette scène, pour moi, incarne parfaitement la force de l'auteur dans ses descriptions de l'humanité, dans ce qu'elle a de plus sombre et dans ce que l'on préférerait bien souvent ignorer ou passer sous silence. Et bien voilà, lui, il les met en pleine lumière et il nous les balance à la figure. J'ai trouvé que ce roman abordait parfaitement bien la situation des femmes battues, de l'emprise qu'elles subissent au quotidien, mais également de la réaction de certaines personnes, que ce soit des personnes du corps médical ou autres, qui parfois préfèrent détourner les yeux plutôt que de prendre le problème à bras-le-corps. Le sang, qui est un élément récurrent chez l'auteur, est très présent dans Rose Madder. D'ailleurs, c'est même ici un élément déclencheur et à ce titre, ce roman m'a beaucoup rappelé Carrie. C'est d'ailleurs pas le seul point commun avec le premier roman de l'auteur puisque sur la fin, je dirais que Rose, dans son comportement, m'a aussi beaucoup fait penser à l'évolution de Carrie. Rose m'a également pas mal rappelé le personnage de Jessie dans tout ce qui concernait ses combats intérieurs, ses petites voix qui représentent finalement certaines facettes de sa personnalité, qui lui parlent et qui tentent parfois de l'influencer. Il faut savoir tout de même que certains passages sont d'une violence crue, difficilement soutenable, mais ils permettent de rendre compte du quotidien terrible de ces femmes et en ce sens, ils sont terriblement réalistes et saisissants, bien que, vous l'aurez compris, très difficiles à la lecture. J'ai aussi retrouvé dans ce roman un petit quelque chose de ce que j'avais tant apprécié dans Vendôme 63. Vous savez, ce côté Stephen King, l'humaniste, qui raconte la vie de gens ordinaires, mais pas sans intérêt pour autant. D'ailleurs, par certains aspects, Rose m'a également rappelé le personnage de Sadie, je crois, dans Vendôme 63, parce que c'est également un personnage féminin, une femme battue qui a fui un mari violent et qui a donc tenté de se reconstruire loin, petit à petit, et qui au fur et à mesure du temps a appris à refaire confiance, à rouvrir un petit peu son cœur au fil du temps. D'ailleurs, à ce propos, j'ai trouvé que le King était d'une cruauté sans nom avec son lecteur, puisqu'il a fait le choix finalement de mixer les chapitres où il est question de Rose et ceux dans lesquels on va suivre Norman, son mari. Et cela permet de créer une ambiance pesante et une tension constante parce que si d'un côté on suit Rose qui apprend ou réapprend à vivre, que l'on voit s'épanouir petit à petit et refaire confiance, on a en même temps de façon constante cette figure du mari absolument monstrueuse qui rôde comme une ombre, qui serait vraiment sur elle en permanence, qui la poursuit et par conséquent on a constamment peur pour elle, peur
que le malheur la rattrape et qu'une fois de plus les choses tournent mal. J'ai beaucoup aimé les passages autour du tableau parce que vous n'aurez peut-être pas remarqué, mais là sur la couverture il y a donc un tableau qui a une énorme importance dans cette histoire, un tableau qui est véritablement un miroir de la psyché de cette femme. Et je trouve que ce roman, c'est parfaitement au moyen de métaphores ou parfois d'éléments fantastiques ou en tout cas d'éléments imagés, rendre compte de la réalité de ces femmes, de leur combat au quotidien, de leur combat pour réapprendre à vivre, pour sortir la tête de l'eau et avancer coûte que coûte. J'ai par contre peut-être un peu moins aimé toute la partie vraiment fantastique qui concerne l'intérieur du tableau et pas que d'ailleurs, parce que même si je trouve que la revisite du labyrinthe et du mythe du Minotaure sont intéressants et permettent de faire passer certaines idées, il n'y a rien à faire. Je préfère personnellement lorsque Stephen King reste ancré dans la réalité. Alors je sais, certains trouveront que c'est presque une aberration de dire ça parce que c'est un auteur qui est quand même principalement connu pour ses écrits fantastiques, mais il n'y a rien à faire, je le trouve tellement unique et efficace dans sa façon de dépeindre, de décrire et de mettre en scène le réel que j'en viens parfois à regretter peut-être un peu l'apparition de certains éléments plus fantastiques. Sur la fin, on a également une scène clairement digne du coup de folie de Jack Torrance à la fin de Shining, et d'ailleurs par le biais de ce roman, Stephen King aborde la question de la folie mais aussi de la rage dans ce qu'elle a de plus pur, de plus bestial, et là où je trouve que ce roman est extrêmement intéressant, c'est que ces deux éléments se retrouvent vraiment, on va dire, dans les deux personnages principaux de ce roman, c'est-à-dire à la fois dans le personnage de Norman qui représente vraiment le côté monstrueux de ce roman, mais aussi chez Rosie qui pour elle, pour sa part, incarne vraiment le bien, le côté bien de cette histoire. Et là où c'est intelligent, c'est que ça permet vraiment de rendre son roman beaucoup moins manichéen, parce que avec une histoire pareille, c'est certain qu'on aurait pu tomber très facilement dans le tout blanc ou tout noir. Or là, étant donné que vraiment les deux parties ont des traits communs, eh bien ça permet d'avoir un discours, je trouve, beaucoup plus profond, beaucoup plus intéressant, et que cela est la preuve, une fois de plus, que l'humain est multiple. De plus, il faut noter que Stephen King n'est pas tombé dans la facilité de dire « tous les hommes sont des monstres », non, bien au contraire, là encore, son propos et son écriture sont tout en nuances, tout en équilibre, tout du long, et j'ai trouvé ça hyper appréciable. Comme je le disais, l'auteur a donc abordé la question de la rage, les dangers de la rage, de la vengeance, vous savez, cette rage qui bouillonne et qui vous ronge de l'intérieur, et il l'a fait vraiment de deux points de vue extrêmement différents, et du coup j'ai trouvé ça hyper intéressant. Comme très régulièrement, Stephen King est également revenu sur la question de la peur, une peur qui prend racine non pas dans des figures imaginaires effrayantes, mais bien souvent, et c'est le cas ici, dans le quotidien, puisque une fois de plus le monstre de cette histoire est on ne peut plus réel. À noter également que niveau connexion avec ces autres romans, j'en ai déjà évoqué quelques-uns, mais il y est tout du long fait très régulièrement référence au livre de Paul Sheldon, qui est donc l'écrivain, le personnage presque principal avec Annie de son roman Misery. Personnellement, j'ai trouvé la fin intéressante et plutôt bien réussie, ce qui, on ne va pas se mentir, n'est pas toujours une garantie avec Stephen King. Mais dans Rose Madder, je trouve qu'il a su apporter une conclusion intéressante et inattendue, là encore tout en nuances de gris, qui amène à la réflexion et qui permet aussi de creuser encore un peu plus la psychologie de ces femmes qui ont vécu l'enfer et qui resteront marquées à vie quoi qu'elles fassent. C'est donc un roman de Stephen King que j'ai beaucoup aimé, qui aborde de nombreuses thématiques hyper intéressantes, hyper bien traitées, même si vous l'aurez compris, la principale reste bien sûr celle des violences faites aux femmes.
Une fois de plus, je trouve que Stephen King a su admirablement bien se mettre dans la tête de cette femme et de parler des femmes de façon très réaliste. C'est donc pour moi un très bon cru du King, même si ça ne sera pas un coup de cœur à cause, je pense, d'un passage fantastique qui m'a un peu perdu, qui, bien qu'il soit très intéressant par les idées apportées au travers des métaphores qu'il véhicule, m'a peut-être parfois un peu ennuyée, n'a pas su totalement me convaincre. Malgré tout, je pense vraiment que c'est un King à lire, à découvrir, d'autant plus si vous avez envie de lire un bon roman centré autour des violences faites aux femmes et des conflits au sein du couple. Et décidément, pour moi, c'est clair et net. Si aujourd'hui Stephen King est autant connu et reconnu dans le monde de la littérature, ce n'est pas pour rien, et je trouve qu'une fois de plus, vraiment, ce titre le prouve. Alors, ce roman fait partie de ce qu'on appelle un peu vulgairement la trilogie des femmes battues. C'est pas Stephen King qui a décidé de l'appeler comme ça, mais plus, on va dire, les lecteurs. Une trilogie qui est donc faite de Jessie, que j'ai lu, que j'avais beaucoup aimé, de Rose Madder, et également de Dolores Claiborne, qui est dans ma pile à lire, qui m'attend bien sagement et qui me tente énormément. D'ailleurs, j'avais clairement hésité entre lire celui-ci et Dolores Claiborne. Donc voilà, je suis certaine que le prochain King que je lirai sera soit Dolores Claiborne, soit le recueil Nuit Noire, Étoile Morte, qui me tente également beaucoup depuis beaucoup trop longtemps. Bref, vous l'aurez compris, ce roman n'a pas réussi à complètement étancher ma soif du King, qui paraît immense. J'ai toujours autant envie de continuer à découvrir ces romans. Et donc voilà, je suis vraiment très heureuse d'avoir pu replonger dans son écriture au moyen, au détour d'un livre audio qui, je trouve, était vraiment très réussi. Donc voilà, et très heureuse de connaître enfin cette histoire qui, comme j'ai dit, pour moi, mérite vraiment d'être découverte. Bon, alors on était bien là, vous et moi, à parler d'une très bonne lecture, mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai encore mieux, moi je crois encore mieux à vous proposer. En tout cas, il faut que je vous parle d'un roman qui aura été un coup de cœur. Et pour ça, je vais donc vous parler de Iboga de Christian Blanchard aux éditions Le Cercle Point. Alors, je vais vous faire un rapide résumé parce que bon, finalement c'est un roman assez court, hein. Je crois qu'il fait même pas 300 pages. Il faut savoir que cette histoire, c'est le récit de Jefferson Petitbois qui, au tout départ de ce roman, à 17 ans, il est condamné à mort. Voilà, on sait qu'il a commis des meurtres, qu'il a fait des crimes, donc il est condamné à mort. Sauf que, voilà, quelques mois après, le président en place décide de le gracier parce que la peine de mort a été abolie. Du coup, sa peine est commuée en peine à perpétuité. Et finalement, ce roman, c'est le récit de plusieurs dizaines d'années de la vie de Jefferson Petitbois en prison. Et comme je l'ai dit, ce roman a donc été vraiment un petit coup de cœur auquel je ne m'attendais pas du tout. En effet, que ce soit à voir la couverture ou même à lire le résumé, je sais pas, il se dégageait de l'ensemble l'idée que j'allais y trouver un espèce de thriller assez classique, et finalement ça faisait un moment qu'il dormait dans ma pile à lire. Je dois reconnaître qu'il ne me tentait plus tant que ça et donc j'avais beaucoup de mal à le sortir. Mais grâce à une lecture commune qu'on m'a proposée, je me suis un peu forcée entre guillemets à le lire et mon Dieu comme j'ai bien fait. J'ai été totalement surprise par ce roman que j'ai trouvé à la fois original, assez poignant et plutôt bien écrit. Je n'avais absolument jamais rien lu de Christian Blanchard, donc je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Si au départ de ma lecture j'ai parfois été un peu déroutée par un style un peu haché avec des phrases parfois très courtes, je dois reconnaître que malgré tout, assez rapidement, j'ai été complètement happée par l'écriture. Une écriture plutôt addictive qui me donnait vraiment envie de tourner les pages encore et encore et qui, je trouve, rend vraiment bien compte du tumulte qui semble bouillonner dans la tête de Jeff. Parce que ce roman, alors que je m'attendais à lire un thriller un peu bateau et finalement presque plus un roman contemporain,
hyper intimiste qui va permettre au lecteur de vivre plusieurs années dans la tête d'un tueur. Puisque ce roman est en fait un huis clos écrit du point de vue de Jefferson, dans lequel il va par conséquent revenir sur son passé, de son enfance à sa rencontre avec son mentor, dans lequel il va revenir vraiment sur ses errances, ses erreurs et ses crimes. Il va aussi nous faire part de ses angoisses, de ses peurs, de ses espoirs et bien sûr de sa rage. Vraiment, je ne m'attendais absolument pas à être autant bouleversée et à vivre autant de choses avec ce roman. Et là où Christian Blanchard est très fort, c'est que bien que dès le départ on nous dise que Jefferson a tué des gens, eh bien il a réussi à me faire ressentir de l'empathie pour lui. Alors c'est un sentiment un peu bizarre et assez désagréable parce que forcément on se dit que ce type d'individu ne peut être que détestable et pourtant l'auteur a réussi vraiment à lui réinsuffler une part d'humanité dont pourtant tant de gens tentent de le dépouiller tout au long de ce roman. C'est une très belle histoire qui amène le lecteur à réfléchir sur la liberté, sur le destin, mais aussi sur la question des prisons en France. Ce roman, en fait, c'est presque un roman initiatique sur un homme qui va se découvrir ou se redécouvrir littéralement enfermé entre quatre murs. Tous les personnages sont très bien écrits, que ce soit Jeff ou les matons, et j'ai adoré la relation qui se met en place entre Jeff et Jean, un maton que l'on rencontre au tout début de l'histoire, alors que ce roman aurait pu très rapidement tomber dans quelque chose de très manichéen. Je trouve que l'auteur a vraiment réussi à traiter cette histoire avec beaucoup de finesse et c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié. En même temps, je vous le dis très régulièrement, voilà, moi les choses toutes blanches ou toutes noires, j'ai un peu de mal et dès qu'un auteur arrive à créer des histoires, pour autant avec des thématiques fortes qui au premier abord peuvent ne faire naître que des avis très tranchés, et bien quand ils savent le faire avec voilà, beaucoup de finesse, beaucoup de nuances, moi tout de suite, ça y est, en général, je suis conquise. La fin est pour moi très réussie, très cohérente avec le reste du récit. Alors je tiens à le préciser parce que forcément avoir ce titre chez Le Cercle Point, on se dit que c'est un thriller. Pour ce qui est du suspense, voilà, clairement ne lisez pas ce livre pour ça. Oui, il y a une toute petite part de mystère, mais croyez-moi, ce n'est vraiment pas le propos principal, ni même l'intérêt premier de cette histoire. En résumé, c'est donc un roman court qui se lit très vite et qui nous plonge de façon surprenante dans l'univers carcéral, mais aussi dans la tête et le passé d'un enfant puis d'un homme à qui la vie n'a pas épargné grand chose et qui se perd pour peut-être mieux se retrouver. Un très beau roman donc et une très belle surprise que je sais je garderai un moment en mémoire parce que je suis persuadée que Jefferson est ce type de personnage capable vraiment de marquer le lecteur dans la durée. Un peu comme l'avait fait à l'époque le personnage de Bohème dans Nous rêvions juste de liberté dans Elvenbrook. Voilà, c'est vraiment un personnage qui m'avait marqué et que j'ai encore complètement en mémoire, comme si c'était quelqu'un que j'avais réellement connu. Eh bien, je sais que Jeff va me faire exactement le même effet. Donc voilà, j'espère vraiment avoir le plaisir de découvrir d'autres romans de Christian Blanchard parce que vraiment, s'ils sont tous aussi qualitatifs que celui-ci, cela me promet encore beaucoup de beaux moments de lecture. Vous l'aurez donc compris, pour moi, ce titre est un petit coup de cœur que je ne peux que vous recommander. Et je trouve que vraiment, on n'en parle pas assez, voire on n'en parle pas du tout. Je n'ai vu ce titre passer sur aucune chaîne et je trouve ça vraiment dommage parce que pour moi, il propose quelque chose d'original que vraiment je ne rencontre pas tous les jours dans mes lectures. Et quand en plus c'est bien fait, bien écrit, voilà, pour moi, ça mérite vraiment d'être découvert. Bon alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je trouve que c'était un point lecture vraiment très sympathique. Finalement, ça m'a pas trop embêté de le retourner parce que, voilà, vous parlez de romans que j'ai comme ça tant aimé, et ben, ma foi, c'est plutôt toujours chouette. Donc voilà, j'espère en tout cas que peut-être je vous aurai donné envie, que j'aurai
titillé votre curiosité pour découvrir, surtout vous l'aurez compris, les 2 derniers romans dont je vous ai parlé aujourd'hui. Si vous avez également eu des coups de cœur dernièrement, surtout n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Et puis vous le savez, hein, si vous souhaitez aider la chaîne parce que vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à la partager et à mettre des petits pouces levés. Sur ce, je vous retrouve donc très prochainement dans normalement 2 vidéos qui seront bien différentes de ce que j'ai l'habitude de poster sur la chaîne. Et jusque là, je vous souhaite bien sûr paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!